Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de me retrouver à ce troisième webinaire qui concerne un sujet, une thématique qui est véritablement au cœur de votre mission et au cœur des difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés dans la quasi-totalité des dossiers que vous avez à traiter, dans la démarche que vous avez auprès des collaborateurs que vous accompagnez, qui est la question du secret professionnel. Alors, vous me direz, la question du secret professionnel, notamment pour les assistants sociaux, le secret médical pour les médecins du travail, bah, c'est une question déontologique qui est au cœur de votre métier. Cependant, cette question-là du secret professionnel a des incidences beaucoup plus larges, qui la dépassent elle-même, qui dépassent ses contours déontologiques et qui peuvent vous mettre en véritable difficulté et précisément ébranler cette question qui permet d'établir un rapport de confidentialité, d'anonymisation et du traitement optimal des dossiers des collaborateurs que vous accompagnez. Alors, le secret professionnel, en quoi peut-il être une source de ce qu'on nomme la fatigue compassionnelle ou le trauma expérience? Si vous voulez bien éteindre tous vos micros, merci beaucoup. Le secret professionnel peut être source de grandes difficultés dans sa pratique au quotidien, puisque à la fois il protège le collaborateur que vous accompagnez et en même temps, il vous isole, vous, en tant que professionnel, puisqu'il vous interdit de partager une information. Or, cette information peut créer chez vous, en tout cas le fait d'être dépositaire d'informations sensibles, peut provoquer chez vous des phénomènes qui vont impacter directement votre pratique métier. Je m'explique. Lorsque vous avez à traiter de nombreux dossiers, par exemple, qui ont trait à des contextes de violence conjugale, de violence intrafamiliale tel qu'on le nomme aujourd'hui, eh bien, un dossier, deux dossiers, trois dossiers, vous êtes dans une posture, principalement vous assistants sociaux qui m'écoutez, dans une posture empathique, dans une posture d'aide. Vous êtes le professionnel, on va dire, référent au sein de l'entreprise ou du service public dans lequel vous travaillez, qui absorbe ces questions-là. Vous êtes le professionnel en qui les collaborateurs ont confiance. Eh bien, de fait, vous êtes dans un élan de compassion. C'est-à-dire, le premier échange que vous allez avoir avec les gens n'est pas un échange technique, c'est un échange qui participe aussi de l'affect, de l'écoute, une écoute active, à minima, de l'affect à maxima, et donc qui vient puiser chez vous des ressources. Lorsque vous avez beaucoup de dossiers compliqués, alors là, je parle des violences intrafamiliales parce que c'est malheureusement trop commun. On a aussi, par exemple, des cas de figure qui sont de plus en plus fréquents, qui sont ceux de collaborateurs qui ont des troubles psychiatriques. Comment est-ce qu'on accompagne ces collaborateurs-là? On a le cas des aidants familiaux, de gens qui sont parfois en fin de carrière et qui doivent s'occuper de parents plus âgés et qui sont face à des décisions existentielles. Est-ce que je mets mon père, ma mère sous tutelle, sous curatelle? Est-ce que je le mets en maison de retraite? Est-ce que je le garde à domicile? Il a Alzheimer, etc. Tout ça, c'est des questions, on va dire, à la fois pratiques auxquelles vous êtes confrontés parce qu'on vous demande de les gérer, et en même temps, des questions qui véritablement ressortent d'une vision de, existentielle, on va dire, où vous devez accompagner les personnes sur des chemins de vie et prendre des décisions à la fois administratives, légales, en tout cas les accompagner, les orienter vers les meilleures personnes. Et en même temps, donc ça n'est humain que trop humain. Eh bien, cette question-là du secret professionnel va pouvoir susciter ce qu'on appelle une fatigue compassionnelle. C'est-à-dire, à force d'avoir ce type de dossier, vous allez être un peu usé de l'intérieur et ne plus vraiment savoir comment traiter justement, que ce soit par la bonne distance, trop proche ou trop loin, le bon traitement du dossier. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans les métiers dits du care, dont mon métier, celui d'avocat, fait aussi partie, c'est-à-dire le fait d'absorber
les problématiques des gens qui viennent se confier à nous et qui attendent des solutions de notre part. Vous avez un deuxième niveau qui, lui, est beaucoup plus dramatique, euh, sur lequel je viendrai juste après, parce qu'il est très important de définir justement le champ lexical, qui est la notion de trauma vicariant. Alors, le trauma vicariant, c'est lorsque vous avez dépassé cet espace un peu flou de la fatigue compassionnelle, vous vous sentez un peu usé, fatigué par tous les dossiers que vous portez. Le trauma vicariant, c'est véritablement quand vous vous laissez absorber par ricochet par les dossiers que vous avez à traiter. Par exemple, voilà, quelqu'un qui perd un proche, c'est souvent toutes les questions liées au deuil sont des questions que vous avez à traiter très, très régulièrement. Imaginez qu'à ce moment-là de votre vie professionnelle viennent se percuter aussi des éléments de votre vie personnelle où vous aussi, vous perdez un parent proche, eh bien, vous allez faire comme en quelque sorte corps avec le dossier de la personne que vous accompagnez. Et là, on est véritablement dans une vision traumatique, c'est-à-dire que vous ne vivez pas le trauma, vous le vivez d'une autre manière dans votre vie privée, mais vous allez absorber le trauma de la personne. C'est ce qu'on appelle le trauma vicariant. C'est un trauma secondaire. C'est un vrai trauma, mais c'est un trauma d'un autre que vous avez absorbé. Et donc, pourquoi j'ai souhaité intituler ce webinaire par le secret professionnel, lorsque le secret professionnel use et que on en arrive à la fatigue compassionnelle ou du trauma vicariant, c'est que précisément, ce qui est source, en tout cas de ce que j'ai pu identifier après avoir fait de nombreuses formations et sensibilisation dans diverses structures ou parler avec vous, c'est qu'effectivement, le nœud gordien de ce type de dossier, c'est la question donc du secret professionnel. C'est là où va se tisser à la fois la protection de la relation, à la fois la difficulté. Rappelons ce qu'est le secret professionnel en travail social et médico-social. Le secret professionnel, c'est une interdiction qui est faite à l'intervenant de dévoiler les informations fournies par la personne qu'il accompagne. Je prends juste un petit peu d'eau et je reviens tout de suite. Cette notion-là, vous la connaissez bien mieux que moi. Le respect de la confidentialité. Alors, vous allez voir la grande nuance, c'est qu'on parle de secret professionnel, ce qui est une règle déontologique. Et après, on dilue un petit peu cette notion-là, secret professionnel, derrière une notion de confidentialité. Et on va voir quelle est la différence. Qui est au centre du travail social et médico-social. Ça répond au respect de la vie privée des collaborateurs que vous accompagnez, et c'est surtout le garant de la confiance qui doit s'instaurer entre un acteur social et la personne qui l'accompagne. Ça permet de garantir la fiabilité de la fonction d'intervenant et d'encourager la personne prise en charge à évoquer les difficultés qu'elle rencontre. Néanmoins, dans certaines conditions, il est parfois nécessaire pour les professionnels de partager l'information transmise par les usagers, le partage du secret professionnel et afin de parfaire son accompagnement. Et c'est là la difficulté dans laquelle vous vous trouvez souvent, c'est que vous êtes prise en tenaille entre le respect, cette obligation stricte de secret professionnel et des situations face auxquelles vous pouvez être démunis et pour lesquelles il faut partager l'information. Donc, vous avez des informations qui nécessitent effectivement le droit à la confidentialité. Ce sont des informations confidentielles qui permettent d'identifier l'usager. Par exemple, des renseignements relatifs à sa santé, à sa vie sexuelle, à sa vie familiale, à sa religion. L'accompagné peut aussi demander à ce que ses propos tenus auprès du professionnel ne soient pas révélés, par exemple. Donc là aussi, vous avez, même si une personne vient vous voir en disant mais faites bien attention, madame ou monsieur, ne révélez pas ce que je vous dis, vous avez beau lui dire mais ne vous inquiétez pas, toute notre conversation est couverte par le secret professionnel, le fait qu'il ait rajouté à votre obligation à laquelle vous êtes soumis, à savoir le secret professionnel, le fait qu'il ne voulait pas que vous révéliez les informations, bien là aussi on peut trouver parfois un obstacle au partage d'informations. Il y a donc des données aussi personnelles qui sont protégées de façon plus importante que d'autres,
notamment donc les pratiques religieuses, sexuelles ou alors les condamnations diverses. Ça, c'est très important, les casiers judiciaires ou autres. Quelles sont les implications de ce devoir de confidentialité? Il porte sur plusieurs points. Alors, les points majeurs que j'ai relevés sont les suivants. Le professionnel ne doit pas recueillir des informations qui sortent de l'objectif poursuivi de la mission à effectuer. Alors là, c'est très important. Je répète quelque chose que vous connaissez bien mieux que moi. Le professionnel ne doit pas recueillir d'informations qui sortent de l'objectif poursuivi de la mission à effectuer. Or, lors d'une première conversation, une première conversation empathique, un peu informelle, dans le cadre duquel vous allez à la pêche aux informations. De fait, des informations vont vous être données qui vont sortir de l'objectif poursuivi. Par exemple, la personne va pouvoir faire référence, imaginons, quelqu'un qui vient vous parler de son divorce. Une personne qui veut divorcer, elle ne s'entend pas avec son mari la trompe, elle est dans un grand désarroi, elle a un crédit sur le dos, ses enfants sont étudiants, ils ont besoin de rester à la maison. Elle vous balance en quelque sorte sa vie, son contexte, de manière un peu brute. Parmi tout ce qu'elle va vous dire, il y a plein de choses qui ne vous concernent pas. Je veux dire que vous n'avez pas à savoir. Notamment, si elle vous dit, vous savez, madame, je vis ce contexte-là, alors elle va vous parler de son patrimoine, le crédit qu'elle a en cours, les difficultés qui font qu'elle se sépare d'avec son mari. Mais par exemple, elle pourra aussi vous dire dans le cadre de la conversation, j'ai eu un cancer du sein il y a 2 ans. Alors, est-ce que le cancer du sein a à faire quelque chose avec la situation qu'elle vit présentement? Peut-être euh, un certain niveau d'impact parfois, des chocs psychologiques qu'on a qui ont un impact sur la dimension physique. Mais de fait, ça ne va pas avoir d'impact sur l'accompagnement stricto sensu, sur les éléments objectifs et objectivables dont vous avez besoin pour accompagner cette personne. Donc, qu'allez-vous faire de cette révélation que cette dame vous a fait? By the way, elle vous dit, voilà, donc j'ai eu un cancer du sein. Stricto sensu, cette information qu'elle vous révèle sur sa maladie il y a 2 ans n'a rien à voir avec l'objectif poursuivi. Rien à voir. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de cette information? Est-ce que cette information est importante ou pas dans le cadre de son dossier, ou elle n'est pas importante? Donc là, vous avez plusieurs notions qui peuvent comme des autotamponneuses, se répercuter dans votre esprit de professionnel. Soit vous vous dites de manière très claire, ce que m'a révélé cette dame n'a rien à faire dans le dossier. Soit vous vous dites, ah, il y a quand même une sensibilité dans son contexte, par exemple, qui pourrait lui permettre d'obtenir un logement dans le parc social plus rapidement que quelqu'un d'autre, et vous vous dites, ça vaut la peine de l'implémenter. À un autre niveau, vous voyez, donc là, ce niveau-là, c'est dans un sens très pratico-pratique. Vous dites que ça pourrait plaider dans l'obtention, peut-être ça pourrait plaider en sa faveur d'avoir eu cet épisode de santé très difficile, ou alors qu'elle n'est pas encore tout à fait remise, qu'elle peut rechuter, etc., pour disposer d'un logement. Maintenant, la difficulté à laquelle vous pouvez être confronté, qui est supérieure, c'est de vous dire, ah, ma mère a eu un cancer du sein il y a 2 ans. Ma meilleure amie Sophie a eu un cancer du sein. Et vous, tout de suite, ce que cette dame va venir vous raconter dans votre bureau, eh bien, vous allez en quelque sorte vous l'approprier. Ça va faire écho, et j'insiste sur ce terme-là, sur cette sensibilité, cette résonance, comme une musicalité, ça va faire écho à quelque chose que vous vivez, soit dans la sphère privée, soit dans la sphère professionnelle, si tant est que vous avez eu beaucoup de dossiers de ce type ou beaucoup de personnes qui se soient confiées à vous sur ces cancers féminins euh, qu'elles ont pu rencontrer, quelle qu'en soit la source, ça va résonner chez vous très fort. Et peut-être que ce moment où ça va résonner, c'est susceptible de créer ce qu'on appelle un trauma, c'est-à-dire quelque chose qui vous fait complètement décompenser, où vous n'avez plus de distance entre ce pourquoi la personne vient vous voir, c'est-à-dire qu'elle veut obtenir une aide dans le cas d'un divorce, d'une séparation, éventuellement obtenir un logement ou avoir les coordonnées d'un avocat, d'un psychologue, d'un médiateur ou que sais-je, et cette révélation qu'elle a fait un peu à la marge sur le cancer du sein. Et c'est là que c'est très important, ce que j'ai voulu, de manière un peu fine, mettre en équilibre la question du respect du secret professionnel et la question de la fatigue compassionnelle ou du trauma vicarieux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes trop impliqué dans un sujet,
eh bien, il y a des notions déontologiques qui peuvent vous passer complètement à côté. Par exemple, lorsque quelqu'un vous fait ce type de révélation, il ne doit transmettre les informations à d'autres. Évidemment, vous ne devez transmettre ces informations à d'autres que si et seulement si la personne accompagnée a donné son accord. Donc là, il s'agirait, dans un second temps, lorsque vous avez compris que ce sujet-là que la personne a révélé dans le cadre de cet échange, qui a priori n'a rien à voir avec le bon accompagnement de son dossier, mais pour lequel vous vous dites que peut-être ça peut plaider dans sa faveur, il faut recontacter la personne pour dire, regardez madame, vous avez fait mention d'un cancer du sein que vous avez eu, pour lequel vous n'êtes pas encore tout à fait remise. Est-ce que vous m'autorisez à transmettre cette information ou à la partager? C'est très, très important. Un autre niveau plus important de secret professionnel, c'est qu'il ne faut pas tenir de propos qui nuisent à l'usager. Par exemple, l'atteinte à sa dignité. Si vous vous sentez pris d'un cri du cœur lors d'une commission interservice ou pluridisciplinaire, et vous dites mais où on refuse à Madame l'octroi d'un logement, et un cri du cœur vous sort et vous dites mais vous comprenez pas, Madame, pourtant elle a eu un cancer du sein il y a 2 ans. Alors effectivement, là non seulement vous enfreignez un principe très important qui est le respect strict du secret professionnel, mais en plus de ça, quand bien même l'usager ou le collaborateur que vous accompagnez vous aurait donné son consentement, son accord pour transmettre les informations, eh bien la manière dont vous allez retraduire le narratif de la personne ne doit pas lui nuire, ne doit pas porter atteinte à sa dignité. Et donc la question de la dignité, vous voyez, c'est un niveau très important qui peut venir se télescoper avec l'empathie profonde que vous allez ressentir pour la personne. Donc ça, vous voyez, c'était un point sur lequel je souhaitais attirer votre attention. Enfin, il y a quelque chose de purement pratico-pratique, mais très important, c'est qu'il faut que vous vérifiez que les données écrites ou numérisées sont sécurisées et pas à la portée de n'importe qui. Et enfin, bien évidemment, ça c'est le corollaire du respect du secret professionnel, c'est que vous devez informer le collaborateur que vous accompagnez de son droit à avoir accès à tous les documents le concernant. Si vous ne respectez pas ce devoir de confidentialité, vous pouvez faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou être licencié, ce qui est extrêmement rare, mais c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de votre tête. Quant à l'employeur, lui, il peut voir sa responsabilité civile et administrative engagée et devoir indemniser l'usager victime de son préjudice. Vous avez aussi ce qu'on appelle un devoir de confidentialité renforcé par une astreinte au secret professionnel. Tout ce qui aura été, il s'agit d'informations, alors vous voyez là, donc secrètes, à savoir tout ce qui aura été appris, compris, connu ou même deviné à l'occasion de l'exercice professionnel. Et là, c'est un arrêt extrêmement ancien, qui a plus d'un siècle et demi, qui est un arrêt de la Cour de cassation de 1885, affaire Vatelet, qui spécifie, donc, qui inaugure la notion de secret. Et là, donc, c'est la définition très claire de tous les renseignements à caractère privé. Donc, je répète, c'est ce qui a été appris, compris, connu et même deviné. C'est extrêmement important. Alors, pourquoi cette facette du secret professionnel de deviner une information qu'on ne vous a pas transmise explicitement est très importante? Parce que précisément, vous pouvez avoir un instinct de protection qui va se réveiller en vous. Vous allez vous dire, mais cette personne, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui vient vous voir et elle vous dit, j'ai la sensation que lorsque je ne suis pas là, le père de mes enfants a des relations ambiguës avec mes enfants. Alors là, vous pouvez poser des questions très claires. Par exemple, est-ce que les enfants se douchent tout seuls, s'ils sont en âge de se doucher? Est-ce qu'ils dorment seuls ou est-ce qu'ils dorment dans le lit du papa? Est-ce que vous exercez un travail de nuit et le père est seul avec les enfants? Donc ça, c'est des questions très objectives, objectivables, qui vont dans le sens du bon traitement du dossier. Par contre, si quelqu'un vous fait part de ses doutes et que vous, dans votre tête, votre sang ne fait qu'un tour et vous vous dites, ah, la dame, ce qu'elle est en train de me dire, c'est que monsieur dort avec ses enfants dans le même lit toutes les nuits. Là, vous faites une distorsion de ce qui vous a été transmis comme information
Et vous êtes dans une vision de la parole ou pas, ou des silences qui vous ont été transmis par la personne que vous accompagnez, qui sont de l'ordre justement du devin, c'est-à-dire vous devinez quelque chose dont vous pressentez que c'est une notion importante. Et là, il faut être donc extrêmement précautionneux sur cette vision de l'échange que vous pouvez avoir, des informations que vous pensez devoir être révélées, qui sont, alors je dirais pas le produit de votre imagination, mais disons qui sortent du cadre stricto sensu de ce qui vous a été révélé. Là, je vous dis, j'arrête là-dessus sur la partie devinée, c'est que pour échapper à ça, c'est-à-dire pour échapper à la fatigue compassionnelle ou le trauma vicariant inhérent au non-respect du secret professionnel, puisque vous allez imaginer le pourquoi du comment, eh bien tout simplement, il faut aller au bout de votre mission et poser toutes les questions très précises, très détaillées, pour avoir le maximum d'éléments à la fin de votre échange. Voilà. Donc, ça, c'était un point que je voulais vraiment soulever auprès de vous sur cette définition que vous connaissez par cœur du secret professionnel, mais qui était intéressante à être envisagée dans une vision, dans une vision de télescopage avec la fatigue compassionnelle ou le trauma vicarieux. Maintenant, quelles sont les sanctions sur le plan pénal de violation du secret professionnel? Sa responsabilité pénale, sur le principe, elle est engagée. C'est l'article 226-13 du Code pénal. La personne accompagnée qui a divulgué des informations professionnelles ne peut pas l'exempter de cette obligation de secret professionnel. Pour qu'il y ait violation du secret professionnel, ça je vous le rappelle, sur le plan pénal, deux facteurs doivent être réunis. Le professionnel révèle l'information à une ou plusieurs personnes, et deux, il révèle volontairement ses renseignements. C'est-à-dire que le professionnel a conscience qu'il révèle une information à caractère secret, ou bien il ne sécurise pas suffisamment les informations que le collaborateur lui a fournies. À noter, et ça c'est extrêmement important pour en connaître les incidents sur le plan pénal, c'est qu'il n'y a aucune loi qui n'autorise le secret partagé, car cela pourrait entraîner des dérives puisque cette notion pourrait laisser penser que sous couvert de la loi, tout peut être dit. La loi n'autorise donc pas à tout partager. Alors quelles sont ces exceptions justement au secret professionnel? Et les cas de figure pour lesquels un acteur social ne peut être poursuivi pour violation du secret professionnel. Il y a plusieurs cas. Les informations à caractère personnel peuvent être partagées pour assurer la protection des personnes prises en charge. Cas de maltraitance, violence, mineurs victimes de prostitution, négligence. Et en fonction de la situation, les professionnels sont autorisés ou bien obligés de lever le secret professionnel. S'ils ont simplement l'autorisation de lever le secret professionnel, c'est à eux de juger, de dealer en fait à l'intérieur de soi-même de la pertinence de leur action. Et quelle que soit leur décision, ils ne peuvent être poursuivis pénalement. Mais dans tous les cas, si la personne dont ils s'occupent court un danger, ils sont obligés de lever le secret professionnel et d'intervenir auprès des autorités compétentes, police, gendarmerie. Sinon, ils peuvent encourir des poursuites pour non-assistance à personne en péril. Ces informations partagées, elles doivent avoir pour objectif d'assurer la coordination ou la continuité des accompagnements, mettre en place des actions complémentaires entre les différents intervenants, parce que les difficultés de la personne, par exemple, s'aggravent, par exemple. Et il y a aussi, bien évidemment, l'obligation de signalement. Vous avez un devoir, non, vous n'avez plus de devoir, pardon, de confidentialité lorsque vous devez satisfaire aux obligations de signaler et informer, telles que prévues par le code pénal. Donc, la question de l'articulation entre les obligations auxquelles vous êtes soumis au titre du secret professionnel et l'empathie inhérente à votre métier qui peut vous entraîner vers une fatigue compassionnelle ou un trauma vicariant et qui va vous faire sortir des cadres du secret professionnel sont vraiment extrêmement prégnants en la matière. Donc ça, c'était le point très important, un rappel très important du secret professionnel. Maintenant, la question, il va falloir essayer de comprendre
Comment savoir si on est touché par le trauma vicariant? Alors, je vous le répète, qu'est-ce que exactement le trauma vicariant? Le trauma vicariant, c'est un type de réaction au stress causé par le fait d'assister ou d'entendre parler de la douleur, de la souffrance d'autrui. Il est donc particulièrement fréquent parmi les personnes dont le métier consiste à venir en aide aux gens, tels que les infirmiers, les médecins, les avocats, les travailleurs sociaux, et donc qui interviennent auprès des personnes qui ont été blessées. Le traumatisme vicariant est souvent considéré comme un stress secondaire ou indirect, car il est généré par ce qui arrive aux autres et non à soi. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est très important que vous compreniez les contours du trauma vicariant? C'est qu'en raison de la nature même de votre travail, vous courez un risque d'être atteint de ce trauma vicariant. Par exemple, votre risque est très élevé lorsque vous êtes exposé à des témoignages, des informations, des images de conflits, de souffrances, de pertes, d'abus, de violences ou de torture. Lorsque socialement ou émotionnellement, les gens qui se confient à vous sont isolés de leurs amis et de leur famille. Le trauma vicariant, vous y êtes aussi soumis lorsqu'en raison de votre expérience personnelle, comme je vous l'ai dit, et ou du fait de vivre et de travailler dans des environnements difficiles et dangereux. Et là où on touche un point extrêmement important en termes d'obligation de l'employeur et de respect de respect de l'employeur, de son obligation de sécurité, de résultat auprès de tous ses employés, y compris ceux qui accompagnent les collaborateurs en souffrance, c'est que vous êtes beaucoup plus sensible à la question du trauma vicariant si vous êtes insuffisamment formé, insuffisamment supervisé, insuffisamment soutenu pour le travail que vous faites. La manière et la mesure dont une personne est atteinte de traumatisme vicariant dépend d'un ensemble complexe de facteurs professionnels et personnels, notamment des facteurs de risque et de protection existants dans leur vie personnelle et d'éventuels traumatismes antérieurs. Il est évident que si vous avez subi, par exemple, un abus sexuel, que vous avez subi un viol, les personnes qui viendront vous voir pour ces questions-là, il sera difficile pour vous d'avoir un détachement pur et parfait de ces questions-là. Voilà. Donc, comment est-ce que vous pouvez analyser effectivement si vous êtes touché par ce qu'on appelle le trauma vicariant ou alors la fatigue compassionnelle qui est le niveau en dessous, on va dire, ou le niveau juste avant de basculer dans le trauma vicariant, qui est, on va dire, une fatigue inhérente au métier de l'accompagnement, dont je fais partie aussi le métier d'avocat. Et la fatigue compassionnelle, c'est en général quelque chose qu'on voit assez bien arriver, alors que le trauma vicariant, c'est véritablement une forme de burn-out et qu'on ne voit pas venir. Alors, quels pourraient être les signes d'une fatigue compassionnelle trop élevée ou d'un trauma vicariant pur et dur, mais ou voilà d'une fatigue compassionnelle qui est prête à basculer vers du trauma vicariant. Et ça, vous pouvez faire une auto-analyse assez simple. C'est d'abord des troubles du sommeil, des symptômes somatiques tels que des maux de tête ou d'autres maux inhabituels, le fait de se sentir en colère, irritable, distrait, avec une difficulté de se concentrer sans raison particulière, une difficulté à se relaxer, à se détendre, de ne plus avoir aucune source de loisir, un sentiment fréquent de tristesse, de chagrin, d'impuissance et de désespoir, ou une consommation accrue de substances telles que l'alcool et les somnifères. Vous pouvez avoir des pensées plus fréquentes concernant l'événement traumatisant dont la personne vous parle, une inquiétude, une anxiété, une tendance à ruminer très fort, des sursauts fréquents, une hypervigilance, une irritabilité avec vos collègues, soit un besoin de grande douceur, de tendresse et de câlin, soit au contraire une grande irritabilité. J'ai donné une formation il y a peu de temps euh, au sein d'une grande structure publique et dans le cadre de cette formation, il y a une assistante sociale qui a dit bah, moi, je gère cette fatigue compassionnelle ou parfois le trauma vicariant avec une immense distance et avec les collaborateurs que j'accompagne et avec mes collègues et ma hiérarchie. Et donc, cette AS, cette assistante sociale, elle prenait ses repas toute seule systématiquement. Ni effectivement avec des personnes qu'elle accompagnait, parce que déontologiquement, elle ne pouvait pas le faire, mais elle ne le faisait même pas avec ses propres collègues, tant elle était heurtée par ce qu'elle entendait. Et voyez, à l'autre extrême, vous avez le cas de personnes qui, au contraire, seront beaucoup trop impliquées dans ce que vit la personne parce que ça les renverra à une dimension plus personnelle.
Donc, le trauma vicariant, ça peut être tout autant un surinvestissement dans le dossier de la personne qu'un évitement de situations qui rappellent l'événement traumatisant. Donc, c'est très intéressant en termes de grille d'auto-analyse, et je vous invite à le noter, c'est que c'est soit ça, soit ça. C'est souvent, quand on a des extrêmes, soit l'hyper-empathie, soit au contraire, un très très fort détachement. Donc, comment est-ce qu'on peut mieux appréhender ces sensations de tomber dans la fatigue compassionnelle et le trauma vicariant et être alerte en se disant, ah, ça pourrait avoir un impact sur le respect ou non du secret professionnel. Alors, là où c'est intéressant, et que la question de la fatigue compassionnelle du trauma vicariant vous offre un curseur pour savoir si vous êtes d'équerre avec vos obligations au niveau du secret professionnel, c'est parce que les traumatismes vicariants remettent en cause et modifient des croyances fondamentales sur, par exemple, la manière dont la vie de l'univers fonctionne. Vous voyez, ça peut être un ébranlement sur le plan métaphysique, sur l'existence et la nature du sens, du but, de Dieu, si vous y croyez, de l'espoir. Ça peut être un ébranlement au niveau de l'identité, notre rôle, nos responsabilités dans la vie. Il y a beaucoup en tout cas, quelques assistants sociaux que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans ce type de trauma qui est trop souvent dilué dans une question du burn-out, alors que cette question de trauma vicariant est véritablement un burn-out très, très particulier des professionnels de l'accompagnement. Mais voyez, typiquement, souvent, quand par exemple on n'est pas arrivé à gérer un dossier, moi j'ai eu le cas d'une dame, souvent j'en parle, elle était AS sur 2 départements, elle était la seule, elle était débordée par ses dossiers. Il y a une dame qui est venue la voir la veille de son départ en arrêt maladie et qui lui a dit, regardez, ça fait 30 ans que je vis avec mon mari, mais il devient de plus en plus agressif, il a des armes à la maison, etc. Là, à ce moment-là, cette assistante sociale a donné des conseils à la dame, il faut que vous partiez, mais là, la dame lui a dit, oui, mais il faut que je parte, mais il n'a jamais vraiment été violent avec moi, c'est juste que j'ai peur. Tout ça pour vous dire que, vous voyez, sur la base de sensations, ce cas va passer sous les radars de cette assistante sociale qui partait le soir même en arrêt maladie parce qu'elle était épuisée par ses dossiers. Eh bien, cette assistante sociale a été complètement traumatisée parce que lorsqu'elle est revenue en poste, elle a appris que cette dame-là, à qui elle n'avait pas pu octroyer suffisamment de temps puisqu'elle partait en arrêt maladie et que son dossier avait été transmis à un autre professionnel qu'elle, cette dame-là avait été tuée par son mari. Donc, je vous invite à imaginer le désarroi extrêmement profond qu'a pu ressentir cette assistante sociale en se disant, mais pourquoi je travaille, pourquoi je fais ce métier-là, si j'ai pas été à la hauteur, si j'ai laissé passer des signaux aussi, des red flags aussi importants. Eh bien, là aussi, le trauma vicariant, c'est lorsque ça vient ébranler la racine de la confiance en soi. Voilà. Donc ça, c'était la, la question du trauma vicariant, de la fatigue compassionnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se guérir en quelque sorte, en tout cas prévenir et guérir tous les symptômes liés à la fatigue compassionnelle ou au trauma vicariant? D'abord, c'est d'être dans un total état de conscience, de ne pas s'isoler, de parler à ses collègues de ce qu'on vit, de trouver des référents. D'ailleurs, quand je dis les collègues, c'est pas que les collègues assistants sociaux, c'est les RH, la médecine du travail, le service RSE-QVT qui va permettre justement de déposer dans le cadre d'un secret professionnel partagé et adapté. Il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qu'on a envie de dire et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme information. Mais tout ça pour vous dire que, effectivement, une des manières de sortir de ces contextes de fatigue compassionnelle ou de trauma vicariant, c'est de communiquer avec vos pairs ou d'autres professionnels d'autres services. En ayant une meilleure connaissance de nous-mêmes, c'est une lapalissade, mais il faut le répéter, en ayant une meilleure connaissance de nous-mêmes et de nos réactions, nous sommes mieux équipés pour identifier nos besoins à différents niveaux. Donc, vous voyez, il y a des phénomènes aussi de surimplication et de sous-implication. Par exemple, vous avez la question de l'implication donc et du détachement.
L'implication, qu'est-ce que ça va initier lors d'un rendez-vous? Ça va dire que vous avez un désir d'en savoir plus, de la curiosité, que vous développez des stratégies, que vous voulez défendre la personne qui vient dans votre cabinet, d'aider la personne à assumer les responsabilités de ses actes et de son impact. Par contre, la question du détachement, qui est en miroir inversé, celle de l'implication, c'est vous allez dans une posture, vous allez observer, réfléchir, où vous aurez un détachement professionnel, vous allez maintenir des frontières, vous investir dans plusieurs activités. Donc, vous voyez, là encore une fois, on est dans deux extrêmes, mais qui disent tous les deux le sentiment de fatigue compassionnelle et de trauma vicarieux. Vous avez la question de la connexion, c'est qu'effectivement, être tout le temps connecté à son ordinateur portable ou à sa messagerie professionnelle, effectivement, ça crée une dépendance terrible à laquelle il est difficile de renoncer. Et donc, cette étape, elle est très importante parce qu'elle permet de façonner une culture, on va dire, de l'appréhension et de la prévention de ces phénomènes de fatigue compassionnelle et de trauma vicariant à la lumière donc du secret professionnel. Alors, lorsque nous prenons conscience que nous avons été touchés par un niveau de stress lié à la fatigue compassionnelle, au trauma vicariant, qui est très, très important. Quelles sont les stratégies pour s'en sortir? Alors d'abord, ce qui est incontournable, c'est la pleine conscience de soi. C'est-à-dire de savoir où je suis à ce moment-là, dans ma fiche de poste, dans ma mission, dans ma collaboration active avec les autres services. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Donc, il faut garder un rapport, on va dire, très émotionnel à sa pratique professionnelle. Vous avez aussi sur le plan émotionnel, de doser le contact avec du matériel dit perturbant. Par exemple, les nouvelles télévisées, les films, les romans, les relations interpersonnelles, mais aussi dans notre milieu professionnel. Par exemple, limiter les descriptions horrifiantes des traumas en supervision ou en formation. Je vous donne un exemple. J'ai un professionnel, un médecin du travail, qui aussi s'occupait de divers référents handicap. On peut dire il est médecin, il sait de quoi il parle, etc. Mais à force de recevoir d'absorber des histoires extrêmement difficiles en termes de handicap, de coma, de tétraplégie, etc., eh bien, la personne, elle est atteinte comme si c'était elle-même qui avait été touchée. Donc, la première stratégie pour s'en sortir, c'est effectivement une pleine conscience de soi et des services qu'on peut mobiliser. Voilà. Et sur le plan donc émotionnel, l'idée c'est de ne pas être trop en lien avec des sujets qui vont vous perturber. Typiquement, et je le sais moi-même puisque je le vis, quand il y a un sujet qui vous intéresse et que vous voulez creuser et que vous voulez connaître la jurisprudence la plus récente, vous n'allez tourner qu'autour de ces sujets-là. Par exemple, si vous avez des sujets d'inceste, vous allez aller sur le site de la Civis, télécharger leur rapport, écouter des émissions de télé, des podcasts, etc. Alors, dans la démarche, c'est plutôt pas mal, c'est même très bien, puisque votre connaissance du sujet va bénéficier à la personne. Cependant, dans un cadre, dans un cadre plus large, au niveau professionnel ou même dans votre vie privée, tout ça peut être extrêmement impactant. J'espère que ces points-là ont été très clairs pour vous sur cette vision-là. Maintenant, les bonnes pratiques, et je vais en terminer là-dessus, c'est que vous avez bien compris que la question, elle est le respect très strict du secret professionnel, les sanctions pénales éventuelles et, euh, euh, et
effectivement la question de qu'est-ce que je dis, à quel point je dis, est-ce que je suis dictée par la déontologie dans mes écrits, par le secret professionnel stricto sensu, ou alors je suis guidée par une émotion liée à la fatigue compassionnelle ou au trauma vicarieux. Alors, en matière de bonnes pratiques, vous avez euh, plusieurs possibilités. Bien sûr, d'abord, comme je vous l'ai dit, de communiquer. Vous avez les groupes d'analyse de pratiques professionnelles, vous avez les formations, les sensibilisations que je donne par ailleurs. Et vous avez aussi quelque chose que j'ai créé comme méthodologie, qui est assez simple à faire et qui est juste du bon sens, c'est d'identifier votre jurisprudence interne, c'est-à-dire d'identifier une vingtaine de situations de la moins grave à la plus grave, et qui vous permettra de hiérarchiser la gravité, l'urgence, l'importance de chaque situation. Et ça vous permettra aussi d'établir le spectre de toutes les réactions, de l'absence d'empathie à la sidération, au surinvestissement ou la mise en danger de la propre vie, de sa propre vie. La deuxième possibilité aussi en termes de pratique, c'est de faire travailler le maximum de services concernés par les mêmes dossiers, sous réserve bien sûr du juste partage du secret professionnel. Donc par exemple, ça peut concerner des dossiers où le secret professionnel est partagé, comme par exemple les suicides, des dossiers où d'autres services sont sollicités, par exemple la protection judiciaire de la jeunesse ou l'administration pénitentiaire. Ou alors ça peut concerner des dossiers où il y a une confusion des tâches et des missions avec d'autres professions, par exemple RH ou médecin du travail. Donc là, on a mis en avant donc les stratégies en termes de bonnes pratiques. Et vous avez un document très intéressant que je vais vous envoyer dans le chat dans 5 minutes, qui est un document d'auto-analyse euh, de ce euh, de ce trauma vicarieux. Donc, ce questionnaire est assez intéressant parce qu'il vous permet de passer, et j'en aurai terminé là-dessus, comme une sorte de panel assez large, des phénomènes qui peuvent arriver chez vous. Par exemple, je m'efforce, vous vous souvenez, la question d'évitement, d'éviter certaines pensées ou certains sentiments qui me rappellent une expérience effrayante. Je constate que j'évite certaines activités, j'ai des trous de mémoire, je me sens étranger aux autres, je m'endors difficilement, je suis facilement irritable, rien me fait sursauter. Je suis une personne vulnérable. Euh, ou alors, vous avez, par exemple, vous arrivez à une auto-dévalorisation de vous-même. Vous vous dites que c'est pas bon pour vous de travailler autant et que vous perdez en efficacité. Vous avez des réminiscences traumatiques de vous-même, un souvenir effrayant. C'est déjà imposé à vous pendant un entretien avec un client. Vous avez aussi, par exemple, l'impression que votre travail est inutile et que ça vous laisse amer et désillusionné. Vous avez raté votre vie professionnelle, que vous n'êtes pas entendu. La question d'être entendu est extrêmement importante. Donc, vous avez beaucoup de tâches bureaucratiques à, à faire. Donc ça, vous voyez, je vais vous envoyer un, un élément d'auto-analyse que vous retrouverez sur le site du cabinet et qui vous permettra parfaitement de voir euh, ce que vous êtes à même de révéler sur le plan secret professionnel ou pas. Et c'est pas simplement ça, ce sera de mettre en avant la dimension à la fois empathique et en même temps déontologique. Vous avez toutes ces questions-là, et je finirai là-dessus, auxquelles vous êtes confrontés. Eh bien évidemment, il faut que ça figure quelque part. Ça ne peut pas juste être vous-même, collègue entre collègues, échapper de comment dire, de tout dialogue avec les autres services ou alors même d'implémentation des difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qu'on appelle le DUERP. Donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire dans toutes les entreprises. L'employeur consigne dans ce document le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés. Et c'est là-dessus que je vous invite à réfléchir. N'oubliez jamais que vous faites partie des salariés
ou des agents de la fonction publique au sein duquel vous travaillez. Ce n'est pas parce que vous êtes en posture d'aider que vous-même n'êtes pas considéré comme un professionnel qui doit pouvoir bénéficier donc de la protection de l'employeur. Donc, si vous rencontrez des difficultés d'évaluation, des risques, si vous êtes, pardon, excusez-moi, si vous êtes confronté à une situation à risque pour laquelle vous vous sentez démuni, pour laquelle vous vous sentez absorbé par de la fatigue compassionnelle ou du trauma vicariant, eh bien, ça fait partie des risques pour votre santé, pour votre sécurité, et aussi des risques pour la personne. Et c'est là que c'est extrêmement important de le faire savoir, de faire remonter cette information pour que précisément vous puissiez être protégé. Et cette évaluation va devoir respecter donc les principes généraux de la prévention. Donc là où on est sur quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que ce document unique d'évaluation des risques, eh bien, il est là pour absorber vos difficultés, pour que cela puisse être une jurisprudence interne à vos difficultés. Et pourquoi c'est extrêmement important, et j'en terminerai là-dessus et je vous laisse la parole tout de suite, de faire remonter ces difficultés qui peuvent vous faire basculer dans la transgression des règles déontologiques liées au secret professionnel, vers la fatigue compassionnelle, vers le trauma vicarieux. Parce que tout simplement, pourquoi votre employeur, votre manager, vos collègues, les personnes que vous accompagnez doivent être au courant? Parce qu'il s'agit après d'un problème systémique. C'est-à-dire que si vous gérez mal vos dossiers et que vous êtes impacté par ces questions de fatigue compassionnelle ou de trauma vicariant, vous allez sensiblement ou possiblement vous mettre en arrêt maladie parce que vous allez être dans un stade de quasi burn-out. Mais la personne que vous accompagnez, elle aussi, donc puisque vous n'allez pas être à votre place avec la juste distance, avec les bonnes informations, eh bien, peut-être que là aussi, vous allez enfreindre le secret professionnel, vous allez le partager à tort, et le collaborateur que vous accompagnez, non seulement lui n'aura pas été bien accompagné, mais en plus, il pourra se retourner contre vous. Donc là, vous voyez, vous avez une vision binaire, vous face à la personne que vous accompagnez. Mais vous avez aussi deux autres interactions qui fait que tous ces mondes-là se croisent et se recroisent. Et j'en terminerai là-dessus. Vous avez vos collègues avec qui soit vous pouvez trop parler, soit vous pouvez ne pas assez parler et vous maintenir dans une forme, comment dire, d'illusion par les extrêmes. Mais vous avez aussi votre N+1, votre N+2, votre manager. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous restez coincé avec la révélation de certains faits d'une particulière gravité, eh bien effectivement, l'employeur ne sera pas au courant de ce qui se passe dans tel ou tel service et auprès de telle ou telle personne. Et la difficulté à laquelle on est confronté, c'est bien que l'employeur, quel qu'il soit, privé ou public, a une obligation de sécurité, de résultat à l'égard de à l'égard de tous les salariés ou des agents de la fonction publique. Eh bien, à partir du moment où vous n'avez pas révélé l'information litigieuse, donc qui va vous mettre en difficulté, ou vous éprouvez particulièrement, eh bien, l'employeur ne sera pas tenu responsable. Pourquoi? Parce que l'employeur ne peut être tenu responsable de son obligation de sécurité et de résultat que si et seulement si l'information lui a été remontée. Donc, l'importance de vos écrits. Donc, l'importance de vos écrits qui doivent bien respecter le secret professionnel et qui, en plus de ça, doivent pouvoir nommer les choses de la manière la plus factuelle, objective, objectivable qui soit, pour précisément ne pas tomber dans un discours trop empathique et pour lequel, de toute façon, la seule chose qu'on verrait, c'est de dire, oh là là, pauvre monsieur ou pauvre madame, on va devoir l'aider. Alors que on va devoir l'aider est très clairement structuré par votre profession. Donc, cette vision systémique, c'est-à-dire qu'au centre, et ce sera ma conclusion, il y a vous et toutes les obligations et les secrets professionnels. Il y a les difficultés que vous rencontrez de manière descendante avec les collaborateurs que vous accompagnez. Il y a de manière ascendante, suite au traitement de ce dossier avec tel ou tel type de collaborateur, les écrits que vous allez partager, soit avec des collègues d'autres services, soit avec des collègues
soit avec vos collègues à vous. Et là aussi, effectivement, il faudra faire très attention, ne pas se laisser déborder par l'émotion, le cas de figure de la personne, et ne pas oublier que on n'est pas dans la projection, on n'est pas dans l'expectative, et on ne va pas deviner des choses que la personne ne nous a pas dit. Je pense que vous êtes très sensibilisés par rapport à ça, mais malheureusement, lorsqu'on tombe sur des dossiers d'une particulière gravité, on peut oublier complètement cet aspect-là, complètement, et dire des choses que la personne ne vous a pas autorisé à révéler ou vous a révélé à la marge, etc. Donc, les écrits, c'est là que se trouve, on va dire, le nœud gordien, qui soit vous êtes trop explicite et vous en dites trop, donc là, vous risquez une condamnation pénale d'infraction au secret professionnel, soit vous n'en dites pas assez et d'autres professionnels s'emparent du sujet qui vont retrouver dans le dossier des personnes qui sont vos managers, vos chefs de service, N+1, N+2. Et là aussi, ça reste exactement la même difficulté. Donc, voyez, vous êtes au cœur avec votre assujettissement au secret professionnel. Vous avez le niveau 1 de vous-même avec vous-même et de bien vous traiter et de vous considérer comme n'importe quel salarié ou agent de la fonction publique qui a droit à la protection euh, et dont le burn-out peut tout à fait être prévisible. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une posture quasi sacrificielle. Donc, la première partie de la vision systémique, c'est de vous-même avec vous-même. Il y a évidemment la relation de vous avec le collaborateur que vous accompagnez, qui est au top, quelles que soient vos convictions, euh, si la personne accepte d'être guidée et si vous appréhendez bien ce que vous dit la personne et ne changez pas ses termes ou ne les divulguez, ou ne les divulguez pas sans que le secret professionnel soit partagé. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est de vous avec vos collègues pour être dans la communication, dans l'ouverture, dans le dialogue. Mais là, encore une fois, tout en respectant strictement le devoir de confidentialité qu'on peut voir dans d'autres professions, notamment les psychologues. Mais, euh, mais, mais vous devez être très attentif au fait de vous rappeler si la personne vous a autorisé à transmettre telle ou telle information. Si elle ne vous a pas autorisé à transmettre telle ou telle information, peut-être qu'effectivement elle est en danger. Dans ce cas-là, vous pouvez enfreindre les règles du secret professionnel et faire un signalement. Mais tout ça demande beaucoup de mesures et de vous auto-analyser. Donc, premier niveau, vous-même avec vous-même. Deuxième niveau, vous-même avec le collaborateur. Troisième niveau, la communication, le dialogue sous réserve que le secret professionnel soit partagé à un niveau horizontal. Et enfin, dernier niveau vertical, est-ce que je suis entendu? Et qu'est-ce que ça veut dire si je suis entendu? C'est que être entendu, c'est de faire partie de ce document unique. Ça veut dire que le cas de figure que vous relevez fait partie euh, de documents uniques et de telle sorte que ça vous permette de faire une sorte de jurisprudence interne et que vous-même vous sachiez mieux comment régler ces problématiques à l'avenir et que aussi vos collègues ou les autres services ou tous les collaborateurs puissent bénéficier des cas de figure que vous auriez pu formaliser avec votre employeur. L'idée n'est pas seulement de, comment dire, de ne pas enfreindre les règles du secret professionnel, mais c'est de savoir que derrière l'interdiction formelle de révéler toute donnée ayant trait au caractère professionnel, vous avez des possibilités de révéler ces questions-là, mais dans la limite de votre juste appréhension de la situation et précisément de ne pas tomber dans des cas de figure où votre compassion ou votre absorption, comme si c'était le vôtre, du cas de figure que la personne rencontre, va vous flouer votre appréciation et l'accompagnement de ces personnes. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. L'idée, effectivement, c'était de vous sensibiliser en 3/4 d'heure à peine à ce sujet-là qui est éminemment important. Sachez que je fais beaucoup de formations et de sensibilisation, soit seule ou accompagnée par des psychiatres, des médecins du travail passionnants sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, si les personnels du CARE sont bénéficient, on va dire, du soutien total de leur employeur, et eh bien c'est toutes les personnes qu'elles accompagnent qui en bénéficient. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à
à rouvrir vos micros et à me dire si effectivement vous souhaitez parler de tel ou tel sujet, évidemment de manière anonyme. Alors, n'hésitez pas à rallumer tous vos micros et si vous voulez intervenir, vraiment, ce sera avec grand plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de croiser toutes nos expertises. N'hésitez pas, hein. Alors, personne ne veut intervenir? N'hésitez pas, hein. Oui, bonjour. Je ne Bonjour, sais pas si on m'entend? Oui. on vous entend très bien. Vous pouvez rallumer votre caméra aussi si vous souhaitez. Pas Heu, d'obligation. oui. J'ai une question par rapport, justement, au fait, que des agents, parce que nous, c'est des agents peuvent nous rapporter sur, soit les conditions de travail ou plutôt, des conflits qui pourraient avoir lieu, soit avec des collègues ou leurs supérieurs hiérarchiques. Hem Donc, nous, on est là effectivement pour les accompagner, leur donner toutes les informations nécessaires, pour faire des démarches. Mais en fait, c'est surtout, par rapport, parce que nous, on a effectivement le récit, de la personne. Parfois, ils nous disent: «Ah oui, mais moi, j'ai pas de manière de prouver que» et cetera. Donc c'est vrai que notre positionnement, il est, voilà, c'est pas très simple parce que, quand la personne nous dit: «Ah ben non, non, moi je veux pas aller plus loin», en fait, on est dépositaire. La personne a parfois fait aussi des démarches, envers sa hiérarchie ou envers d'autres personnes. Mais, Mm. voilà, enfin notre positionnement est pas toujours, simple. On est dans l'écoute, on est là, pour accompagner, on leur donne les informations, mais voilà, enfin c'est vrai que c'est pas toujours évident. Est-ce que vous voulez nous donner un exemple précis? Évidemment, sans donner les noms, mais est-ce Oui, que bien vous sûr. voulez nous donner pour illustrer ce que vous êtes en train de nous dire? Bah, par exemple, la personne nous parle, de harcèlement en disant, voilà, moi je suis harcelée, par, mon supérieur hiérarchique, elle se comporte avec moi différemment qu'avec, mes collègues et Mhm. et voilà et en même temps elle dit: «Ah mais non, mais moi je veux pas, en fait, il y a une autre revendication par rapport à autre chose». Elle me dit Oui. mais elle en parle tout le temps en fait, dans la Mm. conversation et quand on lui dit: «Bah voilà, il faudrait voilà, vous pouvez faire ça, je peux vous accompagner pour faire telle et telle démarche». «Ah bah non, 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 moi je souhaite pas aller plus loin», mais Mm. Oui, alors ce que vous dites est très intéressant. Votre prénom, c'est? Sophie. Sophie, voilà. Oui, ce que vous dites est très intéressant, Sophie. D'ailleurs, c'est exactement, et là, je vous propose que, sauf s'il y a une deuxième question, mais on peut s'arrêter là parce que votre question, elle est extrêmement intéressante. C'est que c'est pareil, je vous donnais un scénario assez similaire auquel nous, les avocats, sommes confrontés. Vous avez des gens qui vivent des situations de violence intrafamiliale, ne serait-ce que psychologique, et qui viennent vous voir et qui disent, voilà, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Et quand vous dites, Madame, c'est inadmissible, vous êtes en danger. Ah non, 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 je veux pas porter plainte, je veux pas lui faire de mal, etc. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? C'est très compliqué parce que vous le savez aussi bien que moi. Alors, les avocats n'ont pas un devoir de signalement, mais en tout cas, lorsque vous avez un danger grave et imminent, il faut signaler. Sauf que, par exemple, la personne que vous pensez protéger en faisant le signalement, elle a des enfants, peut-être que cette dame est un peu dépressive et elle n'est pas à l'abri qu'on lui enlève ses enfants, qu'on les place, à l'aide sociale à l'enfance, en tout cas momentanément. Et là, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un arbitrage, je dirais, éthique que vous devez faire à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire entre le narratif de la personne et les stratégies à mettre en place. Je m'explique. Soit vous prenez pour argent comptant tout ce que vous dit la personne, même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments, même si son discours n'est pas, il y a pas de preuves, il n'y a même pas un faisceau d'indices concordants. Alors dans ce cas-là, vous devez arbitrer à l'intérieur de vous en disant, bah, écoutez, est-ce que cette dame, elle est dans une forme de ressassement ou de d'obsession par rapport à son collègue, mais je vois pas vraiment ce qui se passe. Moi, j'ai eu ouï dire que ce monsieur ou cette dame
c'est plutôt quelqu'un de bien, c'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est pas un prédateur. Donc, vous êtes précautionneuse, euh, ou alors vous avez la sensation que véritablement cette personne est en souffrance, mais n'est pas capable d'aller au bout de la démarche. Alors, dans ce cas-là, vous passez de l'autre côté du miroir et vous déclenchez le partage de l'information pour protéger la personne. Mais ce que je voudrais vous dire, Sophie, ce qui est délicat dans l'appréhension d'un sujet, c'est de Oui, quelle manière on peut englober le narratif de la personne. Pour moi, en tant qu'avocat, il n'y a pas 50 000 possibilités. La seule que, en tout cas, celle que je vois, c'est d'avoir des éléments. Est-ce qu'on a des éléments, est-ce qu'on a des pièces? Pourquoi je vous dis ça, et je vous répète ça à longueur de webinaire, c'est qu'effectivement, vous êtes le premier maillon de la chaîne, c'est-à-dire vous pouvez, par exemple, déclencher une enquête en interne, mais vous ne pouvez faire que ça, ce qui est déjà absolument énorme. Mais après, il y a une phase judiciaire qui est inéluctable, c'est-à-dire si on parle de harcèlement, c'est dans le code du travail, c'est dans le code de procédure pénale, c'est très clair, je veux dire, c'est une qualification délictuelle, donc il faut passer au judiciaire. Et si on passe au judiciaire et qu'on n'a que des oui-dire et qu'on n'a pas comment dire, et qu'on n'a pas suffisamment d'éléments dans le dossier, comme je vous invite souvent à noter ce terme-là, mais il est très important, si on n'a pas à minima un faisceau d'indices concordants, si on n'a pas à minima quelques attestations, témoignages, si on n'a pas à minima des certificats médicaux, etc., eh bien, tout le narratif de la personne va tomber à l'eau. Donc, je dirais qu'une des clés aussi pour éviter de tomber dans le trop d'empathie qui vous ferait là aussi aller du côté de la fatigue compassionnelle ou du trauma vicariant, eh bien, c'est précisément de savoir est-ce que la personne a des éléments dans son dossier. Ça, c'est le premier niveau. Et si la personne ressasse sa difficulté sur le plan professionnel ou personnel et qu'elle n'a pas d'éléments dans son dossier, eh bien, il faut accompagner la personne en disant, eh bien, moi, je vais vous aider à structurer le dossier. Et quand le dossier sera structuré, on prendra une décision. Et aider à structurer le dossier, c'est quoi? C'est aller voir un avocat, éventuellement porter plainte, déposer une main courante, aller voir son médecin, requérir des attestations de collègues, etc. Si on n'a pas d'éléments en amont ou si on les a pas en aval, c'est-à-dire si on les a pas a priori ou a posteriori, eh bien le narratif de la personne va faire flop et va s'écrouler comme un château de cartes. Donc, soyez vigilants à cette vision de ce respect de votre de l'appréhension de la parole de la personne sous les contours, on va dire, du strict du secret professionnel, c'est que vous pouvez sentir si vous passez, on va dire, du côté du trop de compassion ou du trauma, lorsque vous prenez pour argent comptant ce que vous dit la personne et lui proposez des démarches sur lesquelles vous ne vous basez pas sur des éléments de preuve. Et ça, c'est quelque chose qui est pour vous un prisme, on va dire, je dirais un peu de saisissement, où vous pouvez vous dire, par exemple, Sophie, vous vous dites à vous-même, oh, ben oui, non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train, en fait, d'être absorbée par le narratif de la personne, et finalement, ça ne va pas l'aider du tout, du tout, du tout dans sa démarche, et vous-même, vous ne pourrez pas l'accompagner au niveau. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Sophie. ah C'est oui, que oui, c'est très effectivement, éclairant. dire 100 fois oui, C'est très éclairant. d'accord, très bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne, et là aussi, je rebondis sur un autre aspect de votre question, parce que votre question est très pertinente et passionnante, parce qu'on peut l'étirer à l'infini. Il y a deux cas de figure pour moi aussi, hein, qui sont assez paroxystiques. C'est vous avez la personne qui parle beaucoup, qui dit j'ai subi, c'est un pervers narcissique, c'est terrible, c'est horrible, etc. Et vous avez un autre cas de figure de la personne qui précisément ne parle pas, où vous pouvez être dans l'articulation du fait de deviner ce dont on a parlé au tout début du webinaire. Donc, en général, la difficulté, elle est vraiment, pour moi, hein, dans les extrêmes. C'est-à-dire que la personne a un discours soit trop logorique et pas étayé par des faits et des preuves, ou alors la personne peut avoir des éléments de preuve, mais n'arrive pas à dire ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire, elle est dans un état de sidération, de dissociation traumatique, qui fait qu'elle n'est pas capable de dire ah, bah, ce que j'ai vécu, c'est extrêmement grave. Ou, je sais pas, mon conjoint a fait ci ou ça. Ou moi, j'ai eu une fois une dame qui avait un très haut poste, directrice marketing dans une grosse boîte du luxe. Son mari était particulièrement violent, mais pas physiquement, psychologiquement très grave. Et il l'a insulté une fois si fort dans la voiture qu'il a laissé, il a ouvert la porte et il lui a demandé de sortir de la voiture. Il l'a largué en pleine nuit sur l'autoroute Paris-Normandie.
Voilà. Alors, c'est clairement une violence. C'est très clair. Mais cette dame-là, quand vous lui en parlez, elle avait une vision de son couple assez passionnelle. Et finalement, elle a été ramenée par quelqu'un avec qui elle avait dû faire du stop. Et donc, ces réactions très, très graves de son époux, c'est de la maltraitance, c'est de la violence psychologique, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui, très clairement. Être balancé d'une voiture en pleine nuit, sans visibilité, etc., clairement, il mettait sa vie en danger. Mais elle ne le ressentait pas comme ça. Donc, je dirais que à la limite, ce cas de figure, il est peut-être plus fréquent chez vous, c'est d'aider les personnes que vous accompagnez à accoucher de la parole et surtout à les aider à qualifier juridiquement les faits. Alors évidemment, vous êtes assistant social et vous êtes magnifiquement pluridisciplinaire, mais effectivement, si vous avez un doute, il faut orienter vers un avocat, bien sûr, mais la qualification juridique des faits est extrêmement importante et elle permet de rester, ce sera mon mot de la fin, dans les contours du secret professionnel et en même temps, en étant dans l'empathie, dans la compassion, mais parfaitement délimité, en aidant la personne à bien nommer les choses. Comme le disait Camus, vous connaissez Albert Camus, cette phrase qui est parfois dévoyée, c'est mal nommer les choses participe au malheur du monde. Et ben bien nommer les choses, c'est notre rôle à nous, professionnels de l'accompagnement, notamment avocats, assistants sociaux, médecins du travail ou RH, qui ne sont pas soumis au secret professionnel, mais qui ont quand même un devoir de réserve important. Eh bien, on doit aider les personnes à bien nommer les choses, en les aidant à accoucher d'un narratif qui soit suffisamment structuré, à se faire accompagner par des bons professionnels et à bénéficier d'un dossier suffisamment solide en termes d'indices ou de preuves pour pouvoir porter au mieux leur intérêt sans tomber dans des considérations trop psychologisantes, trop affectives ou alors même trop traumatisantes. J'espère que mon exposé vous a intéressé, vous a éclairé. Comme d'habitude, le temps qui est imparti est toujours trop court, mais j'essaye de vous donner des aspects du sujet qui vont vraiment vous permettre de réfléchir à votre pratique professionnelle. Je vais mettre sur le site du cabinet, je vais vous les envoyer, toute la documentation et le replay et le lien vers la bibliographie, des podcasts, de la législation sur le webinaire de la semaine dernière sur le harcèlement sexuel, les agissements sexistes, la notion de consentement et de prescription, et sur le webinaire que nous venons de terminer ensemble. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail. En général, je suis assez réactive et je vous réponds sous 48 heures. Euh, Vous avez un bon de consultation jeudi gratuite aussi. Vous pouvez je pense que pour pas mal d'entre vous, vous le savez, mais le cabinet Buchin-Gérubin propose des consultations juridiques gratuites, des premières consultations sans limite de temps sur les grandes matières du droit, le pénal, le civil, le droit du travail, droit de la famille, droit des mineurs. Me concernant, je suis assez pluridisciplinaire, mais une de mes expertises, c'est le préjudice corporel, les accidents, etc. Et la question du trauma. Je connais bien la question du syndrome de stress post-traumatique, de la dissociation traumatique, et de la manière précisément d'accompagner les gens qui sont touchés par des actes très graves, soit délictuels quand il s'agit de violences intrafamiliales, de viols, d'inceste, etc., ou alors d'accidents de la vie, de la route, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, parce que le champ lexical en la matière juridique et judiciaire est très, 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 très important. Il faut le manipuler à bon escient. Et si vous avez un doute, vous n'hésitez pas, soit vous m'envoyez un mail en ayant demandé, puisqu'on parle de secret professionnel, à la personne que vous accompagnez, si elle vous autorise à poser une question à un avocat sur son dossier, ou alors à proposer donc ce bon de consultation juridique gratuite aux personnes que vous accompagnez. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous souhaite de belles vacances, si vous en prenez. Et on se retrouve au mois de mai et au mois de juin et au mois de juillet pour des interventions voilà, qui sont sur des sujets droit société au cœur de votre activité professionnelle. Et si ce sujet vous a intéressé, et si vous voulez le voir exposé, discuter au sein de votre structure, comme je vous l'ai dit, sachez que j'anime beaucoup de formation et de sensibilisation en ce moment, beaucoup autour du trauma vicariant, parce que précisément, c'est comme je vous le dis, c'est un sujet systémique qui convoque à la fois et le secret professionnel et les écrits et votre responsabilité et celle de l'employeur et celle de vos collègues.
et votre responsabilité à l'égard des personnes que vous accompagnez. Donc, cette vision systémique, elle est très importante pour l'entreprise ou pour la structure publique au sein de laquelle vous travaillez. Et ces interventions, en général, ces formations, ces sensibilisations sont très, très intéressantes parce qu'elles permettent non seulement de réunir des gens de différents services et de discuter entre vous des dossiers auxquels vous êtes confrontés, chacun sous un angle différent, et de reparler, mais sous un autre angle, donc sous l'angle de la fatigue compassionnelle et du trauma vicariant, du bon partage des informations couvertes par la question du secret professionnel. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.